révolution burkinabé, comment a-t-elle été ressentie sur le continent africain? Alors, la révolution du Burkina survient dans un moment particulier, c'est celui de la fatigue de l'aide internationale et surtout de la crise de la dette, l'endettement des pays de la sous-région. Cela se fait dans le contexte de l'épuisement du mode néocolonial de croissance et justement lorsqu'elle arrive dans ce pays enclavé dont la valeur stratégique est quand même réduite par rapport à beaucoup de la sous-région, ça passe un peu inaperçu dans la sous-région. Bien sûr, ça a un retentissement au Burkina. Ça inquiète un peu les régimes du coin, mais on se dit c'est un feu follet, étant donné que les protagonistes sont des gens assez connus. Sankara avait fait un peu de prison avant, on a vu l'œuvre du régime de Ouédraogo. Et on ne s'inquiète pas outre mesure au tout début. Mais très vite, on se rend compte qu'il s'agit d'une révolution réelle, puisque les changements radicaux qui sont apportés à partir du mois d'août sont tout à fait significatifs. Ils montrent que le système va sonner le glas du mode néocolonial de croissance. Les pays de la sous-région envoient des signaux d'alerte à Paris et Paris elle-même est très préoccupée à ce moment. Les réalisations sont tournées vers les paysans, vers les femmes, donc les laissés pour compte du système ancien. Et très vite, le caractère un peu militarisé de cette révolution attire plus l'attention que les réalisations comme telles. Mais comme c'est fait sous le mode volontariste et très enthousiaste, il y a une sorte de fraîcheur, il y a un intérêt pratiquement immédiat de la jeunesse de la sous-région pour ce cas. Comme le discours est de type internationaliste et qu'il arrive dans un moment où la crise internationale amène aussi d'autres conflits, ça amène un rayonnement international. Il faut remettre dans le contexte, c'est quand même aussi la lutte contre l'apartheid, c'est la révolution au Nicaragua, etc. Donc il y a un climat particulier qui se prête à ce qu'il y ait une attention à cette expérience africaine qui arrive dans un moment où il n'y en a pas d'autre, il faut bien le reconnaître. Et très vite, les réalisations vont aller en rupture avec l'ordre et on va avoir une attention particulière de plus en plus soutenue des associations, des partis politiques de la région et du sous-continent, ensuite même du continent, pour cette expérience novatrice qui va essayer maintenant de se poser un modèle dans le continent. Et c'est sûr que les autres chefs d'État africains vont commencer à être de plus en plus craintifs face à ce modèle. Donc la population. La population voit d'un très bon œil ce changement qui est amené d'abord parce que les jeunes, les syndicalistes, les étudiants, une bonne partie de l'armée, qui sont en fait le noyau de cette révolution qui l'anime, en sont une sorte de dynamisme dans toute cette population qui est extrêmement contagieux, un vent de fraîcheur, de changement longtemps demandé par cette population. Et donc, on voit très vite que, par contre, la demande sociale qui était formulée va rencontrer les aspirations de ces jeunes militaires révolutionnaires qui vont essayer de traduire et de concrétiser toutes ces aspirations, des demandes au fond basées pratiquement toutes sur la satisfaction des besoins essentiels, des besoins de base, consommer burkinabé, une autosuffisance, le changement des valeurs de comportement, une rupture avec le mode néocolonial de croissance. Sauf que la difficulté, bien sûr, c'est l'engagement lorsque tout le monde n'a pas une conscience révolutionnaire. Donc ça pose un problème qui est au fond le grand problème fondamental de la révolution et du volontarisme. Le volontarisme étant considéré en général comme une sorte de maladie infantile de la révolution. Mais dans ce cas-ci, ce volontarisme, c'est comme si on pouvait dire que ces révolutionnaires étaient un peu en avance sur leur peuple. Un peuple, non pas forcément rétrograde, avec des valeurs qui sont souvent sexistes, paternalistes, etc., qui n'étaient pas prêtes, par exemple, à ce que la condition féminine soit ainsi promue, que les paysans aient autant de droits, etc. Et donc très vite, les CDR vont se retrouver dans ce rôle de chef d'orchestre, de surveillant, et la population, je donne par exemple l'initiative d'amener les hommes au marché. Au début, c'est une sorte d'enthousiasme folklorique, mais très vite, les hommes se rendent compte qu'il va falloir que cette condition féminine change avec un changement des mentalités masculines. Et ce genre de changement est une rupture dans des gestes, dans des pratiques quotidiennes, enchâssées depuis pratiquement la nuit des temps, et qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et chaque élément de type sexiste
paternaliste et jugé d'une certaine façon par vos pairs, et le comportement qu'on attend de vous est un comportement révolutionnaire, exemplaire, du jour au lendemain. C'est extrêmement dur à assumer. Et ça, c'est à l'instar de bien d'autres choses, que ce soit le faso d'Anfani, qui était la tenue qu'il fallait porter, que certains ont porté de façon cosmétique, au point d'ailleurs qu'on appelle ça Sankarive, parce que bon, dès que Sankara venait spontanément, par hasard, dans les endroits où il n'était pas entendu, les gens le revêtaient sur leurs habits occidentaux, parce que au fond, ils n'avaient toujours pas laissé tomber ce complexe qu'ils avaient vis-à-vis de l'Occident. Donc tous ces éléments montrent que la population, même si elle était demanderesse, n'était pas nécessairement prête à assumer tous les éléments du changement. Et vous avez donc ce rapport conflictuel entre une élite bien sûr à la fois bienveillante, intéressée à la condition de son peuple, mais où une sorte de marche forcée, longtemps dans un marathon existentiel, ne peut pas être portée par toute la population qui s'épuise. Les sacrifices cependant de cette classe montraient que leur modèle était un modèle auquel ils croyaient. Ils avaient renoncé aux éléments matériels, ce qui était en contradiction avec la plupart des élites. Ils circulaient dans des voitures de première condition, au lieu de voitures de luxe. Ils essayaient de réduire tous les éléments qui étaient rattachés à leur position d'autorité, et surtout, toute forme d'enrichissement illicite était interdite. Donc la lutte contre la corruption était véritablement à l'ordre du jour. Ça va poser véritablement, pour ces sociétés africaines, une sorte d'exemplarité. Et c'est ça qui va faire l'effet de contagion tant redouté dans la sous-région, parce que le caractère prébendier des régimes africains, en fait, ce qu'on peut décrire comme des régimes compradors qui ont accepté la subordination de l'ordre international, la vieille division internationale du travail, au prix de l'abandon des exigences du développement véritable de ces sociétés, eh bien c'était ça véritablement qui était à l'ordre du jour. Et les Africains et les Africaines étaient de plus en plus séduits par ce modèle. Et je crois qu'à ce moment, le simple fait de s'être appelé patrie des humains intègres montrait que les Burkinabés étaient fiers de ce mouvement. Cela, comme je l'ai dit, était bien sûr tout à fait incompatible avec le renoncement de bien d'autres problèmes traditionnels, des façons de faire qui privilégiaient l'ordre ancien, autant dans la cellule familiale, dans la société, que dans l'État. Donc alors, pourquoi est-ce qu'on définit ce qu'a fait Thomas Sankara comme une révolution? Oui, c'est une révolution, ou tout au moins je préférais l'appeler une avancée révolutionnaire. Est-ce que tu peux parce recommencer que, ta phrase en disant j'appellerais oui, c'est une révolution, on peut l'appeler une révolution. Moi, je préférerais l'appeler une avancée révolutionnaire, parce que le terme de révolution implique, qu'on le veuille ou pas, une sorte de changement suffisamment radical pour régler les problèmes définitivement, ou croit-on l'être, tandis qu'il s'agissait d'une avancée révolutionnaire. Ce n'est pas moins important. Thomas Sankara est l'un des rares dirigeants politiques africains, l'un des rares, il n'est pas le seul, mais l'un des rares dirigeants politiques africains à avoir eu une conscience très aiguë du problème paysan et de l'importance décisive de la paysannerie dans l'avenir de son pays. Et que par conséquent, libérer la Haute-Volta, qui devenait désormais le Burkina Faso, libérer le peuple du Burkina Faso, libérer le peuple burkinabé, ce n'était pas seulement proclamer, prendre des distances à l'égard des puissances occidentales et notamment de la France protectrice de cette région de l'Afrique, c'était également amorcer des transformations sociales profondes. Et Thomas Sankara a pensé à le développement de l'économie paysanne. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que non pas seulement parce que les paysans, non pas seulement parce qu'ils représentaient la majorité absolue, et plus que la majorité absolue, entre 70 et 80% de la population du Burkina Faso, qu'il n'y aurait pas d'avenir à son pays s'il n'y avait pas de réponse aux problèmes paysans, mais que c'est de
du développement matériel, économique, mais aussi politique et culturel du monde paysan que dépendrait l'avenir du Burkina Faso. Et il a donc vu qu'il fallait placer l'accent sur la transformation de cette économie paysanne. L'économie paysanne du Burkina Faso avait été, comme je l'ai dit tout à l'heure, façonnée par sa mise au service de la production d'une main-d'œuvre supplémentaire, d'un excédent de main-d'œuvre destiné à l'immigration en Côte d'Ivoire. C'était une agriculture, une économie paysanne condamnée à la stagnation et condamnée simultanément à demeurer contrôlée par ce que l'on a appelé les féodalités, le terme est peut-être un peu fort, les chefferies traditionnelles, tout le système entre autres de la monarchie Mossi, du système seigneurial Mossi, etc. etc. Sankara a pensé qu'il fallait donner à la masse, à la population paysanne, à la masse des paysans, les moyens à la fois de se libérer de cette tutelle et de sortir de la stagnation acceptée, c'est-à-dire de rentrer dans un développement d'une agriculture paysanne, en donnant priorité à des petits projets de développement rural, mais d'un développement rural dont les bénéfices devaient aller intégralement, et c'est très important, immédiatement. D'abord des projets modestes, certes, mais des projets susceptibles de donner des résultats rapides et visibles, et d'autre part que les résultats, les bénéfices de ces progrès devraient aller intégralement à la paysannerie. C'est-à-dire penser un développement paysan non pas comme soumis à soi-disant une industrialisation, un développement paysan destiné à fournir un surplus en argent, en surplus financier et en main-d'œuvre pour financer la modernisation, l'urbanisation, le développement industriel, c'est-à-dire le schéma ordinaire du développement dit socialiste, qui est une reproduction, une copie du modèle historique de développement capitaliste, mais au contraire un développement paysan, un développement de l'économie paysanne au bénéfice de la paysannerie immédiatement et directement. Sans doute on peut penser que ce modèle de développement aurait eu ses limites historiques. Il ne pouvait pas durer pendant 50 ans. À un moment ou à un autre, il fallait passer à un stade plus avancé, un stade de l'urbanisation accélérée et de l'industrialisation. Mais le problème ne se posait pas au Burkina Faso au moment où Thomas Sankara a exercé les fonctions de président de cette République. J'ai eu l'occasion de regarder, de visiter quelques-uns de ces projets. Je dis bien quelques-uns parce que je n'ai pu faire qu'une visite, ou plusieurs visites rapides dans le pays et aller d'un projet à l'autre. Et je dois dire que j'ai été plutôt favorablement impressionné. Je ne m'attendais pas à une proportion de succès aussi visible que ceux que j'ai vus. C'est-à-dire que les projets, ce genre de projets ont donné effectivement des résultats rapides, immédiats, en termes d'augmentation de la production, d'une production vivrière, qui a permis à la paysannerie du Burkina Faso de sortir de la sous-alimentation permanente, de la malnutrition permanente, d'améliorer, ce qui est d'abord essentiel, la consommation alimentaire. Et intégralement laissé à la paysannerie. Bon, ce n'était pas un miracle, parce que ce miracle, si on l'appelle ainsi, a été facilité par un autre choix de politique de Thomas Sankara, qui était tout à fait bienvenu et qui a fait les preuves de son efficacité, c'était de transférer les cadres, pas seulement les cadres supérieurs, mais les cadres moyens de l'administration du Burkina Faso dans les campagnes, de leur demander, d'exiger d'eux-mêmes, en tant que fonctionnaires, qu'ils aillent à la campagne, non pas en visiteurs, mais qu'ils s'y installent pour servir la paysannerie. Un peu comme la Révolution chinoise. Un peu comme la Révolution chinoise. Alors,
détachant des médecins, des infirmiers, des instituteurs, des agronomes, des apprentis agronomes, tous les cadres techniques, depuis les cadres moyens jusqu'aux des comptables, au service des communautés villageoises. J'ai eu l'occasion de voir, de visiter. Et je dois dire que j'ai été également favorablement impressionné, dans ce sens que mon estimation statistique très grossière, c'était que peut-être 20-30%, un tiers peut-être au maximum, mais quand même plus du quart des cadres détachés à la campagne étaient très heureux de l'avoir été. Ils m'ont tous dit à peu près la même chose. Oui, la vie est beaucoup plus dure. Oui, ici, nous n'avons pas d'eau courante, nous n'avons pas de climatisation, nous n'avons pas de cinéma, nous n'avons pas de télévision même, ou rarement. Mais nous apprenons tant de choses auprès des paysans que nous ignorions. Et en même temps, nous nous sentons tellement utiles, car ils avaient quelque chose à apporter. Alors ce va-et-vient de connaissances entre les connaissances accumulées traditionnelles des paysans d'une part et les connaissances que les cadres pouvaient leur apporter dans les domaines techniques différents ont été à l'origine de ce petit miracle. C'était très bon. Bon, alors on peut dire, si un quart ou un tiers étaient contents de leur sort, il y en avait peut-être 3/4 ou 2/3 qui ne l'étaient pas. Oui. Oui, ça veut dire tout simplement que la majorité de cette petite bourgeoisie urbaine n'est pas prête à faire des sacrifices importants. Elle peut développer des rhétoriques sur l'indépendance nationale, etc. Mais quand il s'agit de participer aux conditions, de partager avec les classes populaires leurs conditions quotidiennes, le retrait est rapide. Par rapport à la révolution, comment toi tu définirais cette révolution? Est-ce que, par exemple, Samir Amin, lui en tant qu'économiste, il pense que c'est plus des avancées, il ne parle pas tout à fait de révolution, il parle d'évolution, etc. Est-ce que toi, en tant qu'Africain, politologue, est-ce que tu définirais quand même ce que Sankara a fait comme une révolution? Une révolution, en tous les cas, qui peut être dans une partie économique et puis une partie qui est révolution culturelle, puisque tu parles justement des avancées par rapport aux femmes. Est-ce que tu peux définir, toi, cette révolution? Alors, bien sûr, beaucoup de critères pour définir une révolution peuvent être retenus. Mais ce qu'il faut surtout retenir, je crois, ici, c'est au niveau de l'originalité, la spontanéité, la rupture radicale qu'instaure cet ordre par rapport aux ordres anciens. Et en cela, il y a une révolution. À tous les niveaux, que ce soit économique, sociaux, politique, culturel, il y a une tentative de rupture, mais c'est le début d'un processus. C'est un processus d'ailleurs qui n'est pas porté par toute la population, qui est porté par un noyau, certes un noyau plus radicalisé, plus conscient, ce qui fait qu'on peut chercher à définir le caractère populaire ou non de cette révolution, ce qui la caractériserait, la qualifierait comme étant une véritable révolution. Mais si vous regardez dans l'essentiel de ce qu'on a défini comme les révolutions, qu'elles soient bolcheviques, la révolution française, etc., vous avez toujours un noyau dirigeant, vous avez toujours une élite porteuse des aspirations qui a su les traduire, qui a su les porter, les défendre et en payer le prix. Et donc, à ce titre, on peut très bien dire que les avancées que la révolution burkinabé amène sont des pas vers ce mouvement. Et s'il était laissé libre cours à ce mouvement, on aurait effectivement eu clairement une rupture par rapport à tous les pays de la sous-région. Malheureusement, ce laps de temps a été relativement court et les transformations qui ont été réalisées dans le peu de temps qui leur avait été imparti finalement par la violence de la rupture montrent que oui, on avait esquissé les premiers pas de changements fondamentaux, structurels, parce que c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de choses conjoncturelles comme bien des États africains l'ont fait depuis les indépendances, un discours révolutionnaire, quelques pratiques. Il s'agissait de tentatives de changer les fondements même de la société
du mode de production, de l'articulation des relations avec l'extérieur. Et à ce titre, il faut bien dire qu'on peut dire que ce fut la dernière révolution africaine du XXe siècle. Que dans cette révolution, il y a eu quand même évidemment les points positifs et les points négatifs. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan un peu de cette révolution? Le bilan d'une révolution comme celui-là, probablement sera fait tout au long de l'histoire parce qu'il y a forcément des côtés positifs et négatifs qu'on peut retenir. Et d'ailleurs, l'appréciation de ce qui est positif et négatif dépend de ceux qui apprécient, bien sûr. Et je crois la première chose qu'il faut tenir compte, c'est la tentative de compter sur ses propres forces. Parce que c'est vraiment ça qui a caractérisé ce modèle. C'était la tentative de montrer que les Burkinabés étaient capables de faire leur propre développement à leur propre rythme et d'essayer de convaincre le reste du monde qu'il fallait le faire. Ceci supposait la création d'un marché de biens de consommation de masse. Bien sûr, ce n'était pas évident pour un pays si pauvre et enclavé de créer les conditions pour un tel mouvement. Mais ils ont amorcé ce processus d'abord par une réflexion sur l'accès à la terre, sur une réflexion sur la forme d'agriculture, une agriculture en rupture avec le modèle d'exportation. Et ceci est déjà une première opération importante, celle qui vise à équilibrer le revenu entre les ruraux et les urbains. Ça, c'est le premier élément, parce que les urbains, dans toutes les sociétés modernes, sont privilégiés. Déjà, ce rapport, cette rupture dans le rapport de classe sociale est très très importante. Il a été amorcé, il n'a jamais été achevé bien sûr, mais c'était déjà une esquisse. Le rapport au niveau homme-femme est un autre élément significatif, autant dans la question de la propriété que dans la question même du respect qu'il y a dans les relations sociales. Code de la famille, accès à la propriété, le respect de la condition féminine avec tout ce que ça représente, par des gestes spectaculaires qui ont consisté à non seulement faire la promotion de la femme, mais à l'exhiber dans des rôles dont on n'avait pas l'habitude de voir assumer, des femmes peut-être de temps en temps, mais pas dans un effort aussi collectif. Je ne parle pas seulement d'avoir une garde motorisée, je parle véritablement de mettre des femmes à des postes de responsabilité qui ne soient pas les postes classiques et de changer le rapport de la cellule de famille jusqu'aux éléments de l'autorité. Ces mouvements étaient tous très très importants. Il s'agissait d'essayer d'inculquer de nouvelles valeurs. Ça pouvait aller du sport de masse, par exemple, qui a un effet incroyable, faire du sport à des vieux, à des jeunes en même temps. Mais ce sont des mots d'ordre. Et il y a bien sûr ce côté incantatoire de la Révolution qui peut être fatigant, parce que les choses ne se décrètent pas. Et le mouvement historique des changements devrait venir plus de la base que d'une élite qui donne les grandes orientations. Et c'est justement là que la faiblesse du phénomène a commencé, et c'est en utilisant cette faiblesse qu'un noyau qui était finalement le noyau penseur, concepteur et maître d'orchestre a commencé sous la forme d'une zizanie à montrer les contradictions. Les premières contradictions apparaissent au sein même du noyau CDR, c'est-à-dire des abus que peuvent avoir certains gestes dans des positions d'autorité. Des gens qui portent des armes, qui peuvent montrer, bander les muscles et imposer leur vue. Et ça, bien sûr, même si c'est des gens qui émanent de la société, c'est très vite hors de contrôle que certaines situations peuvent perturber le système comme un tout. C'est aussi le fait de la difficulté de créer des alliances avec les autres forces sociales, avec les autres partis politiques, avec une certaine forme de liberté d'expression, de fraîcheur révolutionnaire. C'est aussi la question du droit, des tribunaux populaires révolutionnaires qui non seulement inculquent ce qui devrait être, mais posent tout le problème de comment doivent être jugés les gens qui ont été corrompus ou qui corrompent, etc., dans un État qui est censé être de droit. Et tout cela provoque des ressentiments, des frustrations et est très difficile à contenir au sein des contradictions du pôle révolutionnaire. Et ce sont ces petits éléments mis ensemble qui créent ce climat délétère qui va être exploité de façon très opportuniste par une des franges très sensibles au chant de sirène des forces néocoloniales, très sensible aussi
à la frustration des leaders régionaux qui voyaient l'effet de contagion de ce modèle venir contredire et mettre en danger leur propre système. Et ce sont donc ces gens, ce qu'on peut appeler une nébuleuse, qui vont comploter pour saper les fondements de la révolution et menacer l'autorité finalement du noyau révolutionnaire authentique. Et c'est dans ces conditions-là que, si on peut dire, que les éléments négatifs de la révolution vont commencer à affleurer et que la population va devoir commencer à choisir son camp, qu'on va voir qu'il y a diatribe, qu'il y a zizanie au sein du noyau dirigeant. Malheureusement, cela va se faire, comme on le dit souvent, la révolution mange ses propres enfants, et cela va se faire de façon violente, inattendue, pratiquement lâche, puisque c'est au niveau carrément du leadership que trois des mousquetaires, qu'on peut dire, vont comploter pour tuer D'Artagnan. Et donc c'est un peu dans ces conditions-là que Thomas Sankara va être assassiné avec ses camarades, qu'on va ensuite maquiller ce crime tout en gardant le discours révolutionnaire, parce que la société, entre-temps, était devenue révolutionnaire dans sa pensée, dans les réalisations qui avaient été faites devant leurs yeux, malgré le boycott de la communauté internationale qui d'habitude assiste les efforts de développement. Et cette rectification, qu'ils n'osaient pas montrer qu'il s'agissait d'une relecture totalement droitière et d'un retour aux affaires normales de type néocolonial, n'osaient pas, au tout début, véritablement se démarquer de l'élan révolutionnaire. Mais très très vite, les pogroms, le nettoyage des forces qui avaient fait elles-mêmes le coup d'État, va faire émerger le noyau réel qui, dès le départ, avait au fond fondamentalement été à contre-courant de la révolution, l'avait gangréné de l'intérieur et s'était finalement affirmé. Ce n'est qu'avec le recul qu'on peut voir que cette révolution n'avait pas vu qu'en son sein, au sein du noyau dirigeant, il y avait un noyau opportuniste qui ne voulait du tout pas aller vers la révolution et qui l'a sabordé dans l'œuf au bout de quelques années. Et donc, alors, comment vous expliquez l'assassinat de Thomas Sankara? Est-ce le coup de force de Compaoré qui a vraiment envie d'avoir le pouvoir pour lui tout seul? Est-ce que c'est la France-Afrique? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Votre point de vue, est-ce que tu l'as rencontré, Compaoré? Non, jamais. Et je n'ai pas l'intention de le rencontrer. Voilà. Mais parce que je pense que c'était un complot. L'assassinat n'a pas été... Est-ce que tu peux recommencer en disant l'assassinat de Thomas Sankara? L'assassinat de Thomas Sankara a été un complot. Un complot dans lequel Blaise Compaoré a trempé d'une façon évidente. Maintenant, pour quelle raison? Je pense probablement que c'était pour une ambition, des raisons d'ambition personnelle. Peut-être, donnons un peu le bénéfice du doute à Compaoré, avait-il une vision différente des réponses à donner aux problèmes du Burkina Faso, et estimait-il que les choix de Thomas Sankara étaient à terme dangereux? Peut-être. En tout cas, pour des raisons d'ambition personnelle, certainement. Et en tout cas, cela faisait le jeu des puissances dans la région et des puissances au-delà de la région. Cela faisait le jeu de la Côte d'Ivoire, du pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que le Burkina Faso devenait un pays dangereux. Si le Burkina Faso passait le cap de la stagnation dans laquelle les régimes de Yaméogo et la Mizana l'avaient enfermé, eh bien, cela ne manquerait pas d'avoir un écho en Côte d'Ivoire. Le régime de la classe dirigeante, le régime de la Côte d'Ivoire, ne pouvait pas accepter l'expérience de Thomas Sankara. C'était une horreur pour eux. C'était un danger. Et derrière la Côte d'Ivoire, qui était l'enfant chéri de la France ou de la France-Afrique, le miracle ivoirien n'était pas encore parvenu à exploser et à déboucher sur la catastrophe actuelle. Le soutien, éventuellement, à un complot. Alors, je ne connais pas les détails du complot. Je ne sais pas qui a financé qui a donné des ordres à qui, mais je ne serais pas du tout surpris que la France-Afrique, le pouvoir voltaïque, le pouvoir en Côte d'Ivoire, et
l'ambition personnelle de Compaoré et de quelques autres, sans doute, se soient trouvés en conjonction pour organiser un complot. La nébuleuse qui assassine Thomas Sankara est un complot international. Il y a une dynamique locale, donc l'ancien chef d'État assisté de ses deux compagnons, Lingani et Zongo, font partie de cette rectification. Mais il y a aussi dans ce conflit des chefs d'État de la sous-région. Il y a l'ancien chef d'État libérien, Charles Taylor. Il y a aussi une nébuleuse France-Afrique, visiblement, qui a soutenu ce mouvement. Donc c'est cette sorte de constellation très complexe qui arrive à ses fins en faisant cette rupture, en assassinant ensuite méthodiquement toutes les oppositions qui tentaient de résister et en s'impliquant dans les conflits de la sous-région, en s'enrichissant très rapidement à la faveur de la crise du Sierra Leone, du Libéria, mais aussi en ayant la possibilité de contourner l'embargo, comme Diana Savimbi en Angola, sur les diamants. Et très vite, ce pouvoir de nuisance et cette capacité de coopter, d'acheter les opposants, de remettre sous la sellette ce projet révolutionnaire va faire jour. Et donc, on va voir ce pouvoir revenir, être coopté par la communauté internationale dans le vent du néolibéralisme. Et le Burkina va être très vite un peu faiseur de roi dans la sous-région et le chef d'État être intouchable. Il avait cependant sous-estimé que pour la première fois, un collectif de personnes de la société civile allait demander des comptes au bout d'une dizaine d'années sur cet assassinat, sur le passif de la révolution. Et c'est au niveau juridique que le fantôme de la révolution vient hanter le modèle. Et donc les Burkinabés, qui sont effrayés quelque part par la violence, même si elle a l'air contenue de ce régime, se réjouissent quelque part de ce mouvement qui n'est pas un mouvement revanchard, mais qui vient demander des comptes sur la culture d'impunité qui s'est imposée dans ce pays, sur l'assassinat de Norbert Zongo, sur bien d'autres affaires, qui, ce cycle d'impunité fait qu'il y a une confiscation de la démocratie et une contrefaçon de la démocratie, une démocratie plus ou moins de façade, mais qui fonctionne quand même dans un espace africain qui, comme on sait, en est souvent privé. Et c'est justement ainsi que cette révolution s'est petit à petit éteinte et qu'elle a littéralement disparu de la mémoire de beaucoup de gens, hormis ceux qui ont vu les réalisations et qui savent qu'un autre monde était tout à fait possible. Et justement, l'intelligence, je vais faire plus sérieux encore, l'intelligence de Compaoré n'est-elle pas d'avoir repris le mot de Thomas Sankara quand, dans son discours, Thomas Sankara faisait le bilan, il disait « nous allons rectifier ceci, nous allons rectifier cela », et donc reprendre ce terme et l'utiliser encore en disant « voilà, nous sommes dans la rectification, nous allons rectifier les erreurs », et on utilise encore le terme de rectification. Est-ce que tu peux définir la rectification ? Je pense que ce terme de rectification est tout à fait incorrect pour désigner le processus qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on rectifie à rigueur en restant dans le même processus. Là, il s'est agi d'une autre rupture et d'un retour au mode néocolonial de croissance. Il s'est agi de se remettre dans une situation de subordination de l'ordre international et d'en recueillir les subsides. En fait, une sorte de paix des anciens systèmes qui va être d'ailleurs très bien soutenu par l'ordre international, qui avait horreur de ce qui était en train de se passer dans ce pays. Et comme je le dis, c'est le caractère tout à fait peu stratégique du Burkina au début. Il devient stratégique au niveau idéologique, c'est une première dans la sous-région. Donc la rectification est en fait un maquillage, un prétexte donné pour cacher le mouvement beaucoup plus profond de restauration de l'ordre ancien et l'arrimage au modèle néolibéral en vogue de l'ajustement structurel auquel adhère le pays. Et donc, ce modèle de l'État patrimonialiste, c'est celui qui va se réimposer. Et donc, il n'y a pas, on peut dire que oui, d'une certaine façon, on rectifie pour revenir à la rectification, mais on ne rectifie pas, surtout pour revenir à une révolution. Et petit à petit, ils vont abandonner tous les éléments effectivement très ostentatoires, révolutionnaires, l'image d'une révolution, les discours d'une révolution, qui effectivement pouvaient paraître facultatifs, mais structurellement,
il n'y a plus rien de révolutionnaire dans ce qui arrive après 1987. C'est vraiment en 1987 que la rupture se fait, c'est une rupture totale sur le modèle révolutionnaire. Et donc les populations sont laissées à elles-mêmes. Les populations sont de nouveau dans une sorte de relation très complexe où les ajustements structurels disent l'État doit être désengagé de l'économie, la société civile prend en charge tout ce que le secteur privé qui dorénavant devrait faire les choses opère, et donc les petites initiatives locales, décentralisées, etc. sont ce dont on s'attend de la population. Mais c'est un mouvement de dépolitisation, l'État lui-même est soumis à une sorte de gouvernance, et c'est un schéma global qui va se faire à l'échelle du continent sous l'instigation de la Banque mondiale, et la plupart des organisations de développement abondent dans ce sens. Et toutes les années 90 vont être caractérisées par ce mouvement qui d'ailleurs va connaître très vite ses limites à la fin des années 2000. Et là, on est dans une sorte de situation où ne pourront être intégrés à cette mondialisation néolibérale que les pays qui acceptent tous les éléments de la compredorisation. C'est pourquoi les éléments que Thomas avait introduits, c'est-à-dire le panafricanisme, la rupture, le développement autocentré, m'apparaissent tout à fait pertinents et ont été un message qu'il faut non seulement continuer à propager à l'heure où l'Afrique cherche les moyens de s'unir et de sortir de sa condition. Voilà pourquoi il est difficile d'analyser, même avec beaucoup de recul, qu'est-ce qui serait bien arrivé. J'espère cependant qu'on va retenir les leçons de ce modèle, qu'on évitera certaines des erreurs, car le projet d'un développement autocentré, d'après moi, est le seul élément qui permettrait une sortie de crise du continent africain, qui pourrait permettre de s'interposer contre le pillage actuel des ressources des matières premières, éléments pour lesquels le XXe siècle de l'Afrique semble destiné à une forme de perpétuation de sous-développement au nom du pillage et dont il faut absolument se prémunir. Et seul le développement autocentré, la tentative de compter sur ses propres forces dans une intégration régionale et continentale, dans un arrimage internationaliste d'un monde polycentrique, ce n'est que dans ce scénario que l'Afrique pourrait vraiment sortir gagnante et corriger et apprendre des erreurs de la révolution du Burkina Faso. Il est difficile de croire que déjà 30 années se soient écoulées, mais aussi 20 années de notre lutte contre l'impunité avec le collectif de la campagne internationale Justice pour Sankara. C'est pour nous un honneur de coordonner cette campagne qui a effectivement eu à lutter contre l'impunité. Et comme vous le savez, l'enjeu de l'impunité sur tout le continent gangrène le développement et freine les forces productives. Voilà pourquoi, pour nous, au sein du groupe, ce travail est au-delà d'une forme de calcul revanchard, la nécessité pour que l'État panafricain advienne un jour et surtout qu'arrête le pillage et la dépossession du continent. Thomas Sankara a incarné, pour bien des jeunes, de notre génération comme celle d'aujourd'hui, l'espoir que l'Afrique est capable de compter sur ses propres forces. Il n'est certes pas le seul martyr, la plupart de ceux qui ont osé défier l'ordre mondial ont eu à le payer de leur vie. Il n'était pas forcément téméraire, il savait très bien à quoi il s'exposait, mais le complot qui a été ourdi par l'impérialisme et des tenants locaux a réussi à mettre un terme à une véritable révolution, c'est-à-dire un changement, un début, une avancée révolutionnaire, un changement des rapports de production, un changement de la condition féminine, une meilleure possibilité d'accès au champ social pour la paysannerie, une gestion plus patriotique des deniers publics. Thomas Sankara était un homme intègre et exemplaire. Le cas que nous avons aujourd'hui au niveau de la justice est de nouveau un grand espoir. Nous avons un juge assez courageux, capable d'instruire un procès impartial. Nos avocats sont à pied d'œuvre et ce long marathon de 20 années, nous espérons, va pouvoir enfin s'achever avec la victoire du peuple. L'Afrique tout entière retient son souffle dans les mois à venir. Le Burkina Faso, qui a réussi à chasser le régime sanguinaire de Blaise Compaoré, aujourd'hui aux abois, sait pertinemment que ce sera un travail difficile. Nous espérons que la solidarité internationale de tous les gens qui nous ont soutenus dans les années précédentes sera toujours là et agissante.
Vous savez que nos avocats travaillent pro bono avec leurs propres moyens et les nôtres. Et tout geste de solidarité de votre part sera bienvenu pour nous soutenir dans cet effort logistique. C'est principalement des billets d'avion, des efforts de paperasse, de la logistique d'hébergement, de transport que le groupe a toujours assumé et qui aujourd'hui, évidemment, avec ce collectif, va être encore plus difficile à assumer, surtout que nous savons qu'en face, ceux qui ont fui sont partis avec des deniers publics et payent très grassement leurs avocats. Mais nous sommes sereins, nous savons que l'histoire est de notre côté. Nous savons aussi que la famille Sankara et personnellement Mariam Sankara sont des exemples d'intégrité, de courage, que c'est des gens qui respectent l'esprit de Thomas Sankara. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes investis d'une très très grande force de toute la vitalité de la jeunesse africaine qui est avec nous et avec laquelle nous irons jusqu'à la victoire.